Maggie! Oh my goodness me! Bonjour, c'est jour de randonnée aujourd'hui, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, j'accueille Dieudonné Dolasem. Bonjour, ça va? Je vais bien. Je vais bien. Question de poids. Juste les questions de grammes. Mais parfois, le niveau que j'avais été, je ne comprenais rien à mon état physique. Enfin, j'avais un mec qui était le malgache qui n'était pas si fort que ça. Le véritable problème qu'on a au Cameroun du financement. Mais il y a un très gros potentiel de judoka de la diaspora. C'est-à-dire que la jeunesse n'occupe, l'avenir de la jeunesse, entre guillemets, n'occupe plus une place importante dans les programmes de ceux qu'on vote. Donc, il n'y a aucune raison de penser que une fois qu'il y a de l'argent en caisse, que le sport devienne une priorité pour l'action étatique. Il n'y a aucune raison de penser ça. Sauf à être un naïf de la dernière minute, il n'y a aucune raison de croire que ça va être ça. Et donc, en sachant que ça ne sera pas ça, et en sachant que le judo ne fait pas partie des fédérations les plus visibles et les plus bankable politiques, c'est-à-dire les plus intéressantes sur le plan politique, donc, parce qu'on vous finance quand vous êtes intéressant sur le plan politique. Sachant qu'on n'a pas ce profil-là, on doit dès le départ construire notre stratégie, se disant qu'on n'aura pas de financement de l'État. Ça doit être ça la base, c'est de se dire, si on a du financement, c'est tant mieux, c'est une bonne chose, c'est une heureuse surprise, mais on ne s'attend pas à avoir un financement de l'État. Et on doit être capable même de, chaque fin d'année, quand on fait les conseils d'administration, de se dire, voici ce qu'on a pu développer comme fonds propres, voici notre surface financière, voici ce que l'État a donné. Ils ont donné 56 millions, 60 millions, 200 millions parce qu'on a organisé l'Open. Tant mieux. Et ça ne doit pas être un argent sur lequel on compte. Ne serait-ce que pour nos activités qu'on peut considérer comme des activités fondamentales, comme par exemple organiser les passages, organiser les tournois fédéraux, et puis donner un coup de main pour les clubs qui se construisent. Parce qu'on devrait avoir comme priorité avoir un mécanisme d'accompagnement pour les clubs qui se construisent, pour les nouveaux clubs. Parce que le but de la fédération, le premier objectif, c'est l'impulsion du judo. Donc, tout ce qui est lié à l'impulsion doit être comme priorité. Et ça, on ne le fait pas. On n'a pas cette compréhension de la situation dans laquelle on se dit on ne peut pas raisonnablement grandir si on compte sur le fonds de l'État. C'est impossible. Évidemment, on ne peut pas. On ne peut pas. Il faudrait... En fait, on est condamné à trouver d'autres sources de financement. On est condamné. On est condamné. Dans un pays comme le nôtre, il faut être honnête. On est condamné à trouver des voies et moyens pour trouver d'autres formes de financement. Et puis, ça, il ne faut pas oublier le ministre qui vient, il vient avec ses priorités. Hein. Ah oui? Le ministre qui vient, si celui-là vient, il estime que, bon, je vous aime un peu, il pense un peu à vous. Il a quelques miettes qu'il va vous donner. Mais il y a des ministres qui viennent, si vous n'êtes pas leur priorité, vous allez au ministère parce qu'ils ont leur mot là, ils aiment dire ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget, il n'y en a pas. Et on est passé à la vitesse supérieure en disant, par exemple, vous devez préfinancer. D'où vient qu'on vous fournit un dossier technique et à la dernière minute, vous demandez de préfinancer parce que le processus de décaissement peut faire 6, 7, 8 ou 9 mois. Voilà un peu. Et maintenant, même quand on prétend vous financer, il faudrait que vous trouvez des voies et moyens pour vous autofinancer et l'État va vous rembourser beaucoup plus tard. C'est compliqué ça.
Si on est dans un système, c'est pour ça, pour être un peu plus autonome, il faudrait qu'on ait des sources sûres. Et pour cela, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et il faudrait que chacun y mette du sien. Il faudrait que chacun y mette du sien parce qu'il en va de nous. Il en va de nous pourquoi? Je vais te prendre un cas simple. Ça c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité. Déjà, beaucoup de personnes savent que pour être reconnu par la fédération, il faut payer leur licence. Le championnat national est passé dernièrement. Il y a un jeune très promoteur. Je lui ai demandé, mais je ne t'ai pas vu, tu n'as pas fait le championnat national. Tout ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il n'a pas payé de licence. Ah bon, c'est une bonne chose. Je lui ai dit, c'est une bonne chose. Vous voulez être beaucoup plus des grands champions et vous n'arrivez pas à payer la simple licence. Ça, c'est de un, on comprend tout de suite, c'est un problème de mentalité. Le deuxième problème de mentalité qu'on a, c'est ce problème de bonne volonté. On organise un open comme, parce que il ne faudrait pas tout le temps accuser la fédération. De dire que non, la fédération est incompétente. Par exemple, quand la fédération organise l'Open de Yaoundé, c'est l'Open de Yaoundé. Ça veut dire que c'est la seule compétition où tous les judokas du monde, du Cameroun, peuvent assister, peuvent venir voir, peuvent être en contact avec les judokas venus d'ailleurs. Mais, chose curieuse, le palais de sport est vide. Il n'y a pas beaucoup de judokas. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de judokas? Parce que beaucoup préfèrent rester chez eux. Ce n'est pas un problème de fédération, c'est un problème de nous-mêmes. Si on aime le judo et qu'il y a un événement majeur dans une ville comme Yaoundé, on doit être capable de payer notre transport, de payer notre taxi. Il y a au moins, Yaoundé seulement, là, il y a au moins 3000 judokas à Yaoundé. Tu marches à Yaoundé, c'est tout le monde même qui te dira « je suis judoka ». Mais à l'Open, tu ne verras personne. Ça veut dire qu'il y a de la mauvaise foi quelque part. Il y a de la mauvaise foi. Ce n'est pas la fédération qui ira de porte en porte. Non, la promotion du tournoi Open, ça commence par les clubs. Ça se fait puisque le judo est une histoire de famille, disons-le. C'est une histoire de famille. Si dans ta famille, tu sensibilises tes frères, tes parents, tes amis, si tout le monde fait la même chose, le cercle va s'agrandir. Au club, on dit, bon, on va faire un charter, on va s'organiser, on ira à l'Open pendant 2 jours. L'Open, c'est l'équivalence du Grand Slam de Paris. Pour nous, c'est l'Open. Alors, il faudrait que chacun puisse s'organiser. C'est peut-être la fédération, mais il ne faudrait pas toujours dire que la fédération va tout faire pour nous. Les judokas ne viennent pas à l'Open de Yaoundé. Ils ne vont pas, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas leur compétition. Or, c'est une compétition où on devait faire venir les enfants, les grandes personnes et tout le monde. Parce que, disons-le aussi, on cherche le financement. Parce que le stade, parce que le palais de sport fait le plein, une fois, il y a de fortes chances qu'un sponsor toque à la porte de la fédération l'année suivante. Indirectement, oui. Puisque la CRTV, il y a de la rencontre, il y a du rendez-vous chaque année. Ça veut dire que s'il y a du public, ça va susciter l'intérêt des sponsors. Parce qu'on veut toujours, on peut aussi, comment dire ça, emprunter le chemin inverse. C'est-à-dire pour faire venir les sponsors,
il faudrait qu'on crée le spectacle. Il faudrait qu'il soit non seulement attrayant, puisque le judo, il est toujours attrayant. Mais il faudrait que le véritable spectacle soit aussi le public. Et le premier public, c'est les judokas. Il faudrait qu'ils participent à la fête. Le Open, depuis que je participe à l'Open, je peux te garantir, ça n'intéresse pas les judokas. Ça, c'est un drame. Le véritable drame, c'est que nous aussi, on a notre part de responsabilité. On plombe un peu l'action de ce sport que nous, on aime. Qu'est-ce qui empêche à une personne de payer, de marcher même à pied à Yaoundé? On ne dit pas aller à Tunis, aller à Dakar, non, à Yaoundé. Les gars ne veulent pas. Ça veut dire que c'est un problème de mentalité. On ne veut pas. Et en plus, en grand, c'est-à-dire que écrit en lettres majuscules, on ne paye pas l'entrée. Il est gratuit. L'entrée est gratuite. Mais les gens n'y vont pas, tu vois. J'ai un avis différent du tien. Je vais te dire pourquoi. Je t'écoute. Le tout premier tournoi auquel j'ai participé, quand j'ai participé, je suis venu voir, je suis venu comme spectateur. J'étais avec mon cousin Toussé Lionel. À l'époque, je ne pratiquais pas encore. Et je suis arrivé, il m'a montré, bon, viens voir une compétition de judo. Je vais te dire, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai commencé à aimer le judo quand j'ai commencé à pratiquer. Okay? Et c'est quand j'ai commencé à pratiquer, toute la beauté de l'art martial, j'ai commencé à la vivre de l'intérieur. Et c'est là que j'ai commencé à avoir le goût sur le judo. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le judo est un spectacle qu'il faut savoir organiser. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup de personnes qui participent au Open de Yaoundé, ça veut dire qu'on ne travaille pas bien pour qu'il y ait des gens au Open de Yaoundé. C'est la problématique qu'on a juste la même problématique que les Français ont eu avec le tournoi de Paris. C'est la même problématique que les Américains avaient avec l'US Open qui est organisé au début des années 2000. C'est toujours la problématique. Comment est-ce que je fais pour que les gens viennent à mon événement? Le fait de mettre un événement gratuit ne veut pas dire que ça va marcher. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que les gens veuillent venir à l'événement. Pour que les gens veuillent venir à l'événement, il faut leur donner le plus de raisons possibles. Comment est-ce que tu remplis ça comme le palais des sports? Que les gens viennent voir les compétitions de judo. Premièrement, tu leur offres quelque chose en plus du tournoi. Je veux dire, il y a très peu de gens qui sont chez eux un samedi à 8h ou à 9h et qui sont excités à l'idée de venir voir un combat Gankou Ombionyo. Okay? C'est très difficile. Il faut que ce soit un initié. Il n'y a que les initiés qui aiment voir ce genre de combat. Mais tu ne veux pas remplir la salle seulement avec des initiés. Tu veux des familles, des enfants, des gens qui ne comprennent rien au judo. Tu veux tout ce monde-là. Donc, tu leur donnes d'autres arguments. Gankou Ombionyo, ce n'est pas l'argument qui va les faire venir. Kumbala contre je ne sais pas qui, ce n'est pas l'argument qui va les faire venir. Il faut les faire venir avec autre chose. Ça doit être un spectacle. Tu peux mettre un petit concert avec un artiste que les gens aiment bien, qui ne coûte pas très cher dans ton tournoi. Les gens vont venir pour voir l'artiste prester. Tu peux organiser un petit marché au sein de la compétition. Tu fais venir les gars qui ont la marque Macron, qui sont en Colbison. Tu fais venir, tu discutes avec les vendeurs d'équipements pour sport. Ils s'appellent comment là, à l'avenue Kennedy. Tu les fais venir, qui sont à Casino, tu les fais venir. J'ai oublié leur nom, c'est sport, quelque chose. Tu fais venir Boom, qui est devenu un contractuel pour les équipes nationales, qui vendent des équipements de sport. Tu les fais venir, ils ouvrent des stands. Et ils ouvrent des stands avec des rabais. Les gens savent qu'en allant à l'Open,
La chaussure qu'ils devaient acheter à 35 000 au marché central, peut-être qu'ils l'auront à 25 000 parce que c'est l'Open. Le judoji qui devait acheter à 15 000, 20 000 à Mokolo ou à Fundi, bon, on ne vend pas les judoji à Fundi, mais je dis un nom comme ça, ils vont peut-être le trouver à 15 000 parce que c'est l'Open. Ils auront peut-être la possibilité de faire des photos avec Dieudonné Dolassène, pourront faire des photos avec Mbala Vanessa, ils pourront faire des choses. Ils pourront, par exemple, faire leur première expérience judo. On peut ouvrir un truc où les gens viennent, ils portent un judoji pendant quelques minutes, ils font des projections, ils font des photos, ils se sentent judoka pendant quelques minutes. Donc, c'est à nous de trouver comment est-ce qu'on fait venir ces gens. Est-ce qu'on leur fait venir parce qu'ils ils vont avoir des petits concerts, ils vont avoir des petits sketchs, ils vont venir parce qu'il y a... Regarde, les tournois de judo aux Jeux universitaires sont infiniment plus populaires que les tournois de judo sur le plan national. Parce que dans les tournois de judo aux Jeux universitaires, tu as les fan clubs qui font les challenges. C'est vivant, ça brasse à mort. C'est vrai que c'est un problème parfois même pour le coaching parce que personne ne s'entend plus, tu n'entends même l'arbitrage, c'est compliqué parce qu'on n'entend plus les arbitres, tout ça. Mais c'est extrêmement vivant. Mais ce n'est pas vivant seulement parce que les Jeux universitaires sont sponsorisés par MTN ou Orange et patati patata. Non. C'est aussi surtout parce qu'à l'intérieur, les gars font des trucs qui créent de l'émulation. Les fan clubs se challenge, ça brasse partout. Ça fait que les gens viennent voir. Tu as donc des handballeurs, des volleyeurs qui viennent voir le judo pour la première fois et qui sont tellement intéressés que des fois, l'année qui suit, ils commencent à dire, bon, je vais aussi venir un peu faire le judo là. Je crois que je peux gagner. J'ai vu un gars là que je suis sûr que je suis plus fort que le judo. Même si on me dit quoi, l'année prochaine, je vais faire le judo. Si lui, il a eu la médaille de bronze, moi, je suis sûr que je finis au moins médaille d'argent. Tu as des situations comme ça. Donc, c'est à nous de trouver quelle est la formule pour que les gens viennent. Et effectivement, ce que tu dis est vrai. Quand tu remplis une salle, tu peux avoir des sponsors, tu peux avoir des commanditaires. Donc, il faut remplir la salle. Donc, tu dois pouvoir intéresser les gens. C'est, même dans ma famille, moi qui te parle, il n'y a que mes frères qui viennent souvent. On veut dire parfois, mes parents sont un peu dubitatifs, tu vois. Ils ont l'impression, bon, déjà, le stress de venir me voir compétir, c'est pas sûr qu'ils veulent vivre ce stress. Mais c'est vraiment que du judo. Alors que ma mère serait sûrement contente de venir à un événement si, au-delà d'être écouté, Charlot Dipanda, bon, je ne dis pas qu'on a les moyens de s'offrir Charlot Dipanda, mais je dis un nom comme ça. Donc, on peut faire des efforts pour rendre ça intéressant. C'est notre responsabilité en réalité. C'est ça le principe de c'est toi qui es responsable de développer ton produit. C'est ce que la fille essaie de faire elle-même en mettant plein de choses, en créant une chaîne, en faisant, elle a fait entrer les caméras sur les tatamis. Elle a poussé fort pour développer le produit. Elle a poussé fort pour dire maintenant, si tu fais venir des sponsors, OTP et consorts, VTB qui sont devenus sponsors, elle a travaillé très dur. Donc, c'est aussi à nous de faire en sorte que ce soit faisable. C'est très important. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas se plaindre que finalement on n'arrive pas à être attractif. Donc, on n'arrive pas à déclencher le cercle vertueux avec des commanditaires, des gens qui s'intéressent, plus de commanditaires, plus de gens qui s'intéressent. C'est pas normal. C'est pour ça que je pense que c'est de l'incompétence. On peut imiter d'autres qui ont vécu les mêmes difficultés que nous. Rien ne nous empêche aujourd'hui, quand on va souvent au tournoi de Paris, on le disait hors antenne, quand on arrive dans un tournoi international, chacun a sa mission. Au-delà du tournoi, au-delà du cœur de la mission qui est de participer au tournoi, il y a toutes des missions corollaires qu'on fait à côté. Par exemple, un président de fédération ou un président de fédération se dit, bon, j'ai des partenaires, j'ai des collègues, comment est-ce que je détecte les gens qui vont m'aider, soit pour avoir plus de matériel, soit pour avoir une meilleure capacité d'organisation, parce qu'il y a quand même dans les autres fédérations des gens qui savent organiser, comment ils font, soit pour plein de choses. C'est du brainstorming, donc comment est-ce que j'apprends d'eux? Les directeurs techniques, c'est pareil, les protocoles d'entraînement, les machins, je vois que les Uzbeks sont très forts, je vois que les Mongols sont très forts, comment est-ce qu'ils font? Je vois que les Cubains sont très forts, ils ont un climat qui est proche du nôtre, ils ont une économie aussi qui est en difficulté. Mais comment est-ce qu'ils font pour performer, pour être aussi consistants? Quel est leur secret? On va vers eux. Les athlètes aussi voient d'autres athlètes, ils vont vers eux. Les coachs voient d'autres coachs.
c'est ça tout l'intérêt d'aller dans des environnements comme ça, c'est qu'on peut apprendre des meilleurs. On rentre à la maison et puis on dit, bon, on a découvert que, par exemple, en Moldavie, voici comment ils organisent le judo. Peut-être qu'ils ont créé un fonds souverain, peut-être qu'ils ont créé une cagnotte, peut-être qu'ils ils ont même mis en place eux-mêmes une entreprise de paris en ligne. Et il faut imaginer la solution et à partir de là maintenant, voir comment est-ce qu'on peut faire grandir la chose. Mais c'est de notre responsabilité, pas celle des autres. Et cette question me fait penser, parce que je regardais les accréditations au championnat du monde. Oui, vas-y, Dieu donné. Non, c'est ce que je voulais dire, que c'est de notre, on ne va pas pointer les autres du doigt, ça revient toujours à nous, c'est notre responsabilité, ça nous incombe. Donc, il est de notre devoir de faire ce qui doit être fait pour que les choses s'améliorent davantage. Oui. Et tout à l'heure, tu parlais d'un élément qui m'a semblé très important. Tu vas parler d'un élément qui est très important, à savoir les licences. Pourquoi c'était important? L'acte de la licence, c'est un acte d'adhésion. Généralement, c'est comme dans toutes les organisations. Quand j'adhère à une organisation, j'adhère à sa culture, et c'est aussi un contrat. J'adhère aussi à un contrat. Et chaque organisation a son contrat. Quand tu viens dans un club de judo, souvent le contrat, c'est je viens pour entretenir ma forme physique, donc je viens pour entretenir ma santé. J'ai des moniteurs qui vont m'aider à entretenir ma santé, donc je paye pour ce service-là. Donc, je paye un montage chaque mois pour qu'on puisse entretenir ma santé. Ce n'est pas la même chose quand tu es un parent d'enfant qui vient laisser ton enfant au club. Quand tu viens laisser ton enfant au club, tu payes à la fois pour que des moniteurs apportent des éléments supplémentaires pour l'éducation de ton enfant, parce que tu estimes qu'à l'école, on l'éduque plus sur une dimension scientifique, donc on lui apprend les techniques et technologies. Mais au club, on va lui apprendre un peu d'autres valeurs, la camaraderie, la gestion de la colère, la gestion de l'énergie, tout ça. Donc, c'est comme une école supplémentaire. Et donc, tu payes pour ce service-là. Et tu payes aussi pour le service de garderie. C'est-à-dire, tu as un club qui garde ton enfant pendant 1h30, 2h chaque samedi. C'est comme une garderie. Maintenant, quand tu es un adulte qui fait de la compétition et que tu viens et tu prends une licence au sein de la Fédération camerounaise de judo, c'est quoi le contrat? C'est très important. Quel est le contrat derrière cette licence-là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui est associé à l'adhésion ou à l'acquisition de ta licence? Aujourd'hui, ce contrat n'est pas défini, n'est pas clairement défini. Il n'est pas compris. Peut-être il n'est même pas expliqué. Dans d'autres fédérations, quand tu as la licence, tu sais que, premièrement, ça te donne le droit de pratiquer, ça te donne le droit de pratiquer, d'être reconnu comme un pratiquant. Deuxièmement, ça te donne accès à un certain nombre d'avantages que la fédération met en place. Par exemple, il y a des éléments d'apprentissage, donc des vidéos, des rencontres. Tu as des rabais quand il y a des compétitions sur le plan, donc, sur l'étendue du territoire. S'il y a tel tournoi et que la salle, le coût de l'entrée, c'est peut-être 10 000 ou c'est peut-être 3 000. Toi, comme tu es licencié, tu vas payer 1 500. Dans certains pays même, ça te donne accès de facto à des polices d'assurance, ceux qui ont par exemple des commanditaires qui sont des assureurs. Donc, au fur et à mesure, donc, cette licence-là, tu payes la licence, parfois tu payes cher, il y a des pays où tu peux payer près de 50, 60 000. Mais il y a une contrepartie que tu peux ressentir, que tu peux dire, la licence que j'ai payée, je ressens au jour le jour, tout au long de ma pratique dans l'année, je ressens les avantages d'avoir. Au Cameroun, quels sont les avantages que tu reçois à payer ta licence? C'est toute la question. Parce qu'à la fin, l'être humain, c'est quelqu'un de simple. Hein? Si je dépense mon argent, c'est pour une raison. Personne ne dépense son argent pour rien. C'est-à-dire, si je dépense mon argent, c'est pour une raison.
Pourquoi est-ce que je dépenserais un 10 000 qui m'achèterait un casier de bière plutôt que qui va me donner, qui va me rendre sous, me donner un mot de tête, tout ça, mais c'est sur mon corps pendant quelques minutes ou quelques jours. Pourquoi est-ce que je prendrais cet argent pour acheter une licence? Il faut qu'on puisse répondre à cette question. Et quand on va répondre à cette question, tu vas te rendre compte, les licences vont décoller. Parce que tout le monde saura quel est l'intérêt. Quand tu vas arriver, on va te dire que bon, tu es bloqué à l'entrée du palais des sports. Je ne peux pas entrer, oui, il faut payer. C'est combien? Pour entrer, c'est 1000 francs. Mais pourquoi lui, il entre sans payer? Parce que lui, il a la licence. Ah. Donc, si j'avais la licence de 7500, là, je serais entré sans payer, oui. Et si tu as même un enfant, tu seras entré à l'enfant sans que l'enfant paye. Ok, prochainement, je vais prendre ma licence. Ça me fait économiser. Je vois que on distribue les ceintures ici, là. Oui. Mais moi, je vois la ceinture. Non, tu n'as pas de ceinture. Pourquoi? Tu n'as pas de licence. Ah. Tu vois un peu? Ça dit, il faut que on sache c'est quoi l'intérêt d'acheter, de prendre une licence. Vendre le judo comme une religion, ça ne marche pas. Parce que ça, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de dire aux gens, le judo, c'est une bonne chose en soi. Le judo, pratiquer le judo pour le judo, c'est parfait. Donc, vous devriez payer pour pratiquer le judo parce que le judo en soi est déjà la récompense. Tu vois, on le vend un peu comme on vend le paradis dans certaines religions. Non, c'est pas, ça ne marche pas toujours. Ça a peut-être marché avec des gens qui avant ont expérimenté le judo, ont ressenti les bienfaits du judo et ont donc commencé à se comporter comme si le judo en soi était une récompense. Mais ça ne marche que pour ceux qui sont déjà initiés, qui sont déjà pratiquants. Pour monsieur lambda qui fait le judo 2 fois par semaine ou une fois par semaine, donc 3-4 fois par mois, c'est un autre discours qu'il faut adopter avec lui. Donc, il faut qu'on soit capable de vendre notre produit, les licences. Et puis après, pour les clubs qui ont beaucoup de licences, quel est l'intérêt pour un club qui a beaucoup de licences? Parce qu'on connaît des clubs qui ont 300 enfants, 100 enfants, mais peut-être une quarantaine de licenciés. Quel intérêt pour un club qui a beaucoup d'enfants d'avoir beaucoup de licences? Il faut qu'on définisse, il faut qu'on la dise. Que oui, tu dois être agressif dans tes clubs pour inciter les parents à payer les licences parce que voici ce que ça te permet d'avoir, voici ce que ça te donne comme avantage par rapport à celui qui n'a que 10 licences. Et on va te dire, quand tu as plus de 50 licences, les enfants ne payent plus les examens de dalle, par exemple. Je donne des idées comme ça, n'importe quoi. Peut-être quand vous arrivez en compétition, vous avez droit aux collations. Que bon, on a un traiteur qui donne des collations, ça fait des sandwichs, n'importe quoi, mais vous avez droit à ça systématiquement parce que vous êtes considéré comme un gros club, comme un grand club. Peut-être que quand on fait un tournoi maintenant sur le babillard des trucs, on va vous afficher parce que vous êtes un grand club. Il faut que derrière les gens soient toujours capables de dire je fais ça, j'ai ceci comme intérêt. Ça fait dans le cercle vertueux. Ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas. Aujourd'hui, par exemple, on a plein de bénévoles qui travaillent dans le monde du judo ou le font parce que, bon, on leur dit que c'est bien. Mais ce n'est pas un argument suffisant. Ah, c'est vrai ce que tu dis. Je vais te prendre un exemple. J'ai vécu en Algérie. J'ai fait plus de 2 ans en Algérie. Et à Alger, il y a un centre médical. Un centre médical où il y a de tout. Il y a tous les services dans ce centre. C'est-à-dire la chirurgie, bref, tous les services de santé. Mais pour bénéficier des services de ce centre, parce que la seule chose qu'on te demande, c'est ta licence. C'est la licence. La seule chose quand tu vas dans ce centre-là, je crois que c'est le centre médico-sportif, quelque chose comme ça, parce que j'y étais là-bas pour faire une radio et une IRM. Il y a de tout dans ce centre. Tout. Et quand tu vas dans ce centre, tu vas retrouver toutes les disciplines parce que c'est tous les sportifs. Et la seule chose qu'on te demande, la seule chose qui te donne accès à ce centre, au service de ce centre, c'est ta licence.
C'est ta licence. Il n'y a que ta licence qui te permet de... Bon, il y a la licence aussi dans d'autres pays te permet d'avoir accès aux services de police, aux services de sécurité. Quand tu as une licence, c'est pas, ça dit que ça te donne, ça t'ouvre des portes. Donc, il y a un ensemble de choses qui tournent autour de la licence. Il n'y a pas que dans le cadre, c'est vrai, il y a le cadre proprement dit du judo, c'est-à-dire que bénéficier des stages, bénéficier des passages de... Mais, qu'est-ce qu'une licence peut faire au-delà de... Tu as parlé tout à l'heure d'assurance. Oui, il y a dans certaines contrées où, quand tu vas avec ta licence, tu as une réduction sur ton assurance, peut-être l'assurance de ta voiture, ton assurance maladie, ton assurance, je ne sais pas, il y a autre chose qui tourne autour. Et maintenant, il faut voir comment est-ce que les sportifs sont traités. Il y a des pays où les sportifs sont traités différemment. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on est encore en train de souffrir. Oh, le concours de... Non, dès que tu es un sportif, tu as l'avantage sur tout le monde. Et le petit avantage d'avoir la licence te permet d'être... Il y a des services automatiquement. Dès que tu as une licence, tu as au moins sur la base, c'est-à-dire sur une base simple, tu as au moins 60% de réussite. Les services de police, les services de l'armée, les services de partout. Parce qu'on dit le sport, la jeunesse, c'est le fer de lance d'une nation. Donc, pour pousser les jeunes, pour pousser les gens à s'intéresser aux activités sportives, il faudrait qu'ils aient une licence. Bon, ça, c'est aussi un autre domaine qu'il faut développer. Ça aussi, c'est un autre domaine qu'il faut développer. Donc, quand on reste dans le cadre du judo, on peut peut-être négocier avec un centre. Peut-être, on peut. Ou peut-être l'État peut créer aussi ou peut envoyer tous les licenciés dans une structure. Pourquoi pas comme l'hôpital général ou le CHU, qui est déjà le CHU, je pense que c'est un centre hospitalier de recherche, de référence, parce qu'il y a une faculté de médecine là-bas. Et je pense que les sportifs sont toujours voués à une activité de recherche. Donc, ça peut être un bon partenariat aussi. Ça peut être un très bon partenariat gagnant-gagnant. Donc, voilà un peu. Mais la licence, elle ouvre et on peut développer ce secteur-là. Comme tu l'as dit, on peut développer ça. Quand tu as ta licence, tu as droit à quoi? Quels sont tes devoirs et à quoi as-tu droit? Parce que tu as une licence, tu peux aller à la Camera et tu peux payer ton billet de train avec ta licence. Avec une réduction. C'est des avantages. Ou à, comment on appelle les agences de bus à touristique ou à autre chose. Tout ça, ça compte. Avec ta licence, tu as accès à beaucoup de choses. Peut-être parce que tu es judoka, mais tu peux aller voir un match de football ou de basket avec ta licence. Donc, ça, c'est des secteurs. Et puis, les gens, bon, c'est des choses qu'on peut développer. On peut développer tout ça. Mais c'est des choses qui sont réalistes. Surtout sur le bien-être, tel que la santé. Si ta licence est liée à un centre médical, je crois que l'intérêt, on sait ce qui se passe, on sait comment au Cameroun, c'est un peu... Mais tout de suite, les gens vont s'attacher à ça. Les gens vont s'intéresser davantage à ça. Je me souviens à l'époque au lycée Leclerc, parce que le lycée de Leclerc est un établissement de référence à Yaoundé. Beaucoup de jeunes ont dû bénéficier de leur entrée au lycée Leclerc parce qu'ils étaient non seulement des sportifs,
reconnus. Oui, parce qu'ils avaient une licence, parce qu'on les recrutait sur la base de quoi? Au lycée Leclerc, sur la base de la licence sportive. Ça aussi, ça compte. Parce qu'un jeune peut se retrouver, il peut vouloir être dans un établissement de référence parce qu'il est un bon sportif, parce qu'il pratique une discipline. Il sait que non, ma licence me permet d'avoir une certaine flexibilité pour intégrer cet établissement. C'est tout ça. Donc, ça compte. Une licence, c'est un document qui a beaucoup de clés. C'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. Maintenant, Exactement. On doit travailler sur ça. On doit travailler sur... On doit développer cette offre-là, ce contrat-là. Les gens ne... Il faut laisser l'idée que le judo se vend comme une religion. Ce n'est pas une religion. Le judo se vend comme un produit de loisir, comme un produit de santé publique. Il faut savoir le vendre comme ça. Après, derrière, quand les gens ils commencent leur voyage dans le judo, parce que le judo, c'est une voie. Donc, c'est un voyage qu'on fait à l'intérieur du judo. Ils vont maintenant être transformés, ils vont découvrir des choses, tout ça, tout ça. Mais pour que le gars commence le voyage, il y a un certain travail à faire. Et le travail à faire dépend de notre contexte et de plein de choses. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Mais bon, on a beaucoup parlé de licence, on a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on développe le judo. On va un peu parler des championnats du monde. Le Cameroun actuellement a 5 athlètes. Un garçon, 4 filles. Un garçon qui a fait honneur à ta catégorie de moins de 90. Et puis 4 filles chez les 63, 70, 78. Donc moins de 78 et les 52. Quels sont tes pronostics sur notre équipe au championnat du monde qui commence à Doha dans 6 jours? Bon, tout est permis. Hein. Je ne sais pas actuellement, je suis très loin. Je les ai suivis là dans des tournois. Là, je crois le dernier gros tournoi, c'est celui de l'Angola. Où, bon, en termes de pronostic, bon, je n'ai aucun pronostic. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il se comporte vraiment bien. Qu'il se comporte bien. J'ai vu le garçon, le moins de 90 au Grand Slam de Paris. Il a eu à faire un tour, il a gagné, je crois, un gars d'un pays d'Afrique, je ne sais pas, de Guinée ou quelque chose comme ça. Pour les filles, c'est une nouvelle, c'est pas forcément une nouvelle parce qu'elles sont là depuis. Mais elles sont là, elles tournent. En termes de prépa, est-ce qu'elles se sont très bien préparées? Est-ce qu'il y a plein de questions qu'on se pose? Et moi, je peux que leur souhaiter le meilleur parce que les championnats du monde, c'est une grande compétition. Et ce n'est pas inaccessible. J'ose croire qu'elles auront assez d'écran pour prétendre alors, pas pour participer, pas aller à Doha pour dire oui, je vais participer sur un tour. Mais il faudrait qu'elles aient assez d'écran pour dire que je vais à Doha parce que je veux être médaillée d'or. Je vais à Doha parce que je veux ceci. C'est ça le principal. Parce que participer pour participer, en principe, de par son histoire, de par son histoire, le Cameroun, on ne devrait plus tenir ce genre de discours, ce genre de langage. Participer oui, on va pour participer. Non, le Cameroun a une très grande et une très longue histoire en termes de judo. Ça, ce côté-là, il faut tout le temps marteler ça. Le Cameroun a une très longue histoire. Et aujourd'hui, les athlètes qui prétendent se lever, ils doivent toujours se le dire. Participer, non.
On va pour gagner. On va pour avoir une très bonne prestation. On va pour ça. On va parce qu'on prétend alors. C'est ça aujourd'hui. On n'a rien à envier aux autres. La seule chose qu'on peut envier aux autres, c'est peut-être en termes d'infrastructure. Mais on a une très longue histoire. Et il faudrait qu'on commence à s'appuyer sur notre histoire pour s'élever davantage. Donc, je ne leur souhaite que le meilleur. Mais ça dépend d'eux. Ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend d'eux. Parce que on a connu des athlètes qui sont très bien entraînés et à la dernière minute, ils n'ont pas eu la volonté. Capucho. Donc, donc je ne sais pas. Quel est l'état d'esprit de chacun? Sont-ils prêts? Ont-ils la motivation suffisante? Ont-ils les ressources nécessaires? Sont-ils prêts? Je ne sais pas. Et sont-ils prêts à quel niveau? Parce que tu peux faire tes 10 tours de piste et tu crois être prêt. Tu peux gagner une compétition en Angola et tu crois être prêt. Donc, il y a tous ces éléments. Donc, j'ose croire qu'ils ont suffisamment travaillé puisque les calendriers se sont projetés, je crois, 1 an avant et qui se sont appuyés sur cette date-là pour se préparer correctement et prétendre à une place très honorable à ce niveau-là. J'avais une question parce que ce que tu dis est extrêmement pertinent. Être prêt pour les championnats du monde n'a rien à voir vraiment être prêt pour les autres tournois. On a, par exemple, 5 athlètes qui vont participer. Ils ont fait un championnat du Cameroun il y a 9 jours. Donc, entre le début du championnat du monde et le championnat du Cameroun, il se serait écoulé 2 semaines. Est-ce que c'est une bonne idée d'organiser un championnat du Cameroun 2 semaines avant les championnats du monde? Pour plusieurs raisons. Quand je me demande est-ce que c'est une bonne idée, ce qui m'amène à vous poser la question, c'est premièrement, le risque d'amener au championnat du monde quelqu'un qui n'est pas champion du Cameroun. C'est le cas, par exemple, de Eto Abiok-Audrey, qui a perdu récemment. Les autres ont conservé le titre. La deuxième question, c'est est-ce que ce n'est pas trop rapproché en termes d'influx nerveux? Parce que, on le disait en début de randonnée, il faut attacher l'athlète, il faut l'enchaîner comme un chien pour que le jour J, quand on le détache, il se déchaîne, tu vois, il faut. Mais est-ce qu'en faisant tel tournoi 2 semaines avant, parce que c'est un tournoi, c'est pas un randonnée, c'est pas un randonnée habitué, est-ce que c'est pas un risque de diminuer l'influx nerveux? Ou est-ce que 2 semaines, c'est suffisamment long pour que l'athlète se réhabilite? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Oh, en principe, ça, c'est des programmes faits pour, comment on dit ça, athlètes aguerris, les vieux athlètes. Mais quand on a affaire à des jeunes comme ça, c'est les doubles pics. Je crois qu'on a affaire à des doubles pics. C'est-à-dire que même à 1 mois déjà, il y a ces problèmes de double pic. Mais en principe, c'est aussi une prépa psychologique. À partir du moment où on dit, si vous allez au championnat du Cameroun, c'est juste pour des réglages. Oui, parce que tu vas au championnat du Cameroun avec un flux nerveux en moins comparé au championnat du monde. La seule chose que tu vas éviter, c'est des bobos. Mais si tu vas pour faire tes exercices d'application, tu vas pour corriger, c'est quelque chose. Bon, quant au cas Audrey, je ne sais pas. Audrey, elle a perdu comment, je ne sais pas. Parce que Audrey, elle est déjà dans une logique où, je crois, en termes de ranking list, je crois que c'est elle la numéro 1. Et je crois qu'il y a déjà assez de pression. Ça monte là. Parce que la vérité, c'est que
dans tout ce qui se passe là, il n'y aura pas deux qualifiés au Cameroun actuellement. Donc, ils sont en train de... C'est-à-dire que nous sommes tous dans une fosse. Comme on dit, 10 hommes entrent, un homme sort. C'est ce qui est en train de se passer. Tous ceux qui sont en train de... On monte, on descend, on va à gauche. Il y aura un qualifié. Et elle, actuellement, elle est comme le lapin et les autres sont en train de la traquer. Donc, elle a suffisamment de pression parce qu'à chaque fois qu'elle perd un combat, à chaque fois, elle a des doutes qui s'installent. Il faut voir ce côté-là. C'est un peu dangereux. Et c'est trop tôt parce que ce n'est pas tout le monde qui, sur le plan psychologique, est très fort pour ne pas faire. Tous les jeunes là, je suis sûr que chaque fois, elle clique sur ranking list pour voir s'il y a des changements de rang et tout ça. Donc, et ça a un poids, un impact. Et elle peut se retrouver dans une situation où elle a peur d'affronter les autres parce que le plus important pour elle, c'est les championnats du monde. Ce n'est plus les championnats du Cameroun. À ce moment, elle peut jouer un double jeu où elle fait semblant. Et ça peut arriver. Ou peut-être qu'elle est sous pression au point où elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle commet des erreurs et ça paye cash sur des petites choses. Tu peux rencontrer un non-aime qui te fait ça dur parce que tu hésites, tu n'es pas sûr de toi, tu as le doute. Donc, c'est pas qu'elle est en sous-régime. Non, mais c'est qu'elle vit des situations que les autres ne vivent pas. Il y a de cela quelque temps, on ne la connaissait pas. Aujourd'hui, tu appuies un bouton, Audrey, tout ça, depuis qu'elle était, je crois, les derniers championnats du monde. Elle a gagné un combat contre la Kosova sur une piquée de tête et tout ça. Et ça commence à changer. Donc, le garçon... Mais si tu étais son athlète, si tu étais son entraîneur, est-ce que tu lui aurais conseillé de faire le tournoi? Parce qu'elle sort d'une défaite à Luanda. Est-ce que tu lui aurais conseillé de faire ces championnats du Cameroun à 2 semaines des championnats du monde? Oui et non, pourquoi? Oui et non, parce que quand un athlète sort d'une défaite, il a envie tout de suite de corriger le tir. Alors, il faut lui fournir quelque chose, une cible sur quoi se défouler, sur quoi tirer, Bon, la bonne cible où il fallait se défouler, c'était le championnat national. Et quand elle va au championnat national, je pense qu'elle est encore revenue au championnat national avec les doutes de Luanda. Et où elle perd. Dans sa tête actuellement, il y a beaucoup d'éléments. Et il n'y a que l'encadrement qui peut l'aider à se restructurer. Mais je pense que pour moi, si elle avait gagné à Luanda, j'aurais dit que bon, toi là, tu peux te reposer. Tu peux te reposer. Parce que les compétitions aussi, il faut tenir compte de la condition physique des athlètes. Il y a des athlètes qui peuvent faire 4 compétitions d'affilée. Moi, j'en faisais parce que j'étais super bien entraîné. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, j'en faisais jusqu'à 3 jours compétition à l'international. Il faut tenir compte de ça aussi, de la condition. Il y a des athlètes, quand vous savez, en tant qu'entraîneur, quand vous savez que celui-ci, quand il fait une compétition, il lui faut en moyenne 2 ou 3 semaines pour refaire un autre. Bon, on dit non,
tout de suite, il faut ressourcer. Mais je crois que le problème d'Audrey, c'est d'abord un problème psychologique. Et il est important qu'elle entre dans une phase de prise en charge avec ses encadreurs, quoi. Bon, pour le reste, je crois, ça va, ils sont encore en train de... Il y a la fille, déjà, cette fille, je l'avais vue avant, la moins de 78. Elle était dans ses débuts, mais elle était très forte. Mais comme on dit, elle était très forte, mais elle n'avait pas les outils pour mieux utiliser sa force. Djengue, je crois qu'elle s'appelle Djengue, quelque chose comme ça, la moins de 78. Mais aujourd'hui, Djengue Georgica. Georgica. Je crois qu'aujourd'hui, parce qu'avant, elle servait de sparring partner aux autres. Oui, elle servait de sparring partner aux autres. Et elle était très humble, il faut le reconnaître. Moi, j'ai vu cette fille travailler, elle était très humble. Elle a servi de cible aux autres, de sparring aux autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que normal. Et cette fille, elle sera davantage, si elle continue sur cette voie, je crois qu'elle sera plus forte, parce que déjà, elle est forte. Je crois que c'est même la plus forte du groupe fille là. Je crois qu'il n'y a pas une fille aussi forte qu'elle. Ça, il faut le dire. Même en termes de... Elle ne se plaint pas. Elle encaisse. Elle tourne le dos. Elle est comme ça. Parce que j'ai eu à l'observer. Et elle peut faire la surprise. Mais comme elle, par exemple, je peux lui accorder le bénéfice du doute parce qu'elle est dans une phase d'apprentissage. Elle est toujours dans une phase d'apprentissage. Elle n'a pas encore atteint sa maturité. Elle n'a pas encore atteint son niveau réel où il faudra s'affirmer. Elle est encore sur cette pente ascendante. Donc, à elle, je peux dire oui, tu iras pour apprendre. Va apprendre, va goûter, va... Mais Zita, Baba Mathia et toi, je pense que elles sont déjà aguerries. Elles ont déjà goûté à quelque chose qui, en principe, leur permet ou leur a permis de changer de comportement. Maintenant, il faudrait qu'elles fassent leurs preuves. Qu'elles fassent leurs preuves. Le garçon, là, lui, c'est un 90, mais bon, il n'est pas assez méchant. Je l'ai vu, il n'est pas assez méchant. Les 90, ils sont comme ça, les 90, gratuitement, ils ont ce qu'on appelle la méchanceté gratuite. Le 90, ce n'est pas le bonhomme qui te bat en une seconde, dit mais boum. C'est-à-dire que c'est l'individu qui aime te traîner dans la boue, te piétiner, te marcher dessus, te voir transpirer. C'est ça. Mais lui, je le vois là. Je ne m'identifie pas, je ne me reconnais pas dans lui. Je ne sais pas, peut-être son type de judo, je ne sais pas. Donc j'attends voir aussi. J'attends le voir. On va voir ce qu'il va. Mais je vais aussi boire comme les autres. Mais il n'est pas méchant. Ça c'est la première chose. Il ne m'a pas donné. Comme 90, tous les 90 sont méchants. Pour rien comme ça. Physiquement, déjà, c'est des bonhommes. Dès que tu les vois, tu sais que tout de suite, tu sens que non, ces gars-ci, ils sont d'une brutalité, ils sont comme ça. Ils sont gentils, mais sur le tapis, ils sont très, très, très violents. Mais lui, il a encore ce judo qui s'apparente au judo junior ou au judo mini, judo, tout ça, oui. Donc, je ne sais pas. On va voir. Il vient en Europe, au contact de la réalité du judo là-bas en Occident, mais je ne sais pas. Donc, et
ces championnats du monde vont être extrêmement importants. Pourquoi? Il suffit que l'une de ces filles, l'une des 4 filles, gagne un combat pour que la table des qualifiés potentiels change. C'est-à-dire, pour ces filles, les championnats du monde, c'est vraiment l'événement le plus important. Je dis vraiment parce que en réalité, elles sont toutes médaillées africaines. Non, pas toutes. Baba n'a pas de médaille à défendre. Je pense que Biami était bronze au dernier championnat d'Afrique. Audrey, je pense aussi bronze. Et puis, Djengue était bronze. Ou peut-être Audrey était argent et Djengue bronze. Donc, en termes de points supplémentaires qu'elles peuvent obtenir pour les championnats d'Afrique, la marge est moins grande que pour ce qu'elles peuvent obtenir au championnat du monde. Bon, ça dépend. Mais en gros, le mois de juin vont être ultra importants pour ces filles. Le dernier virage, parce qu'on va entrer à 1 an avant la fin de la clôture des Jeux Olympiques, donc le dernier virage qui va s'amorcer ce mois de mai et puis les quelques semaines après, va être déterminant dans la course. Parce qu'après, connaissant un peu la facilité à laquelle on voyage au Cameroun, ça va être beaucoup plus difficile d'inverser les choses. Donc, j'espère qu'elles sont conscientes que là, elles sont en train de jouer leur qualification, que chaque combat dans ces championnats du monde doit être considéré comme une finale au championnat d'Afrique. Et qu'il ne faut pas se louper. Il faut gagner combat après combat. Celle qui gagne 2 combats là est qualifiée aux Jeux Olympiques. Il n'y a rien à faire parce que capital confiance, le total de points, celle qui gagne 2 combats à ces championnats d'Afrique, à ces championnats du monde, va aux Jeux Olympiques. Après, il faut aussi un peu de chance pour que dans ton tirage, parce qu'elles sont pas bien classées, donc elles peuvent tomber face aux champions du monde en titre facilement. Elles peuvent tomber n'importe où. Mais ça va jouer dur. Ça va jouer très dur. Maintenant, concernant Kevin Boudin, qu'on a sélectionné, ça me soulève une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. C'est de savoir, ces athlètes qui sont licenciés dans des clubs à l'étranger, en France, en Allemagne, un peu partout, comment est-ce que la fédération fait pour les sélectionner? Quels sont les critères? Pourquoi est-ce que Boudin est sélectionné pour le championnat du monde à Doha? Pourquoi lui? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas d'autres qui sont aussi licenciés et qui travaillent dans des clubs en Europe? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'il vaut mieux l'embarquer lui plutôt qu'un autre judoka qui vient du Cameroun? C'est une question que je me suis toujours posée. Quels sont les protocoles de suivi? Quels sont les protocoles d'accompagnement des athlètes qui sont licenciés à l'extérieur du Cameroun? Est-ce que toi, tu as une idée? Toi, pendant une période, tu as été en centre. Donc, comment ça fonctionne? En principe, c'est sur la base du travail. Parce que dans leur club, dans son club, ils travaillent où dans son club? Il y a des informations qu'ils doivent fournir à la fédération. Ça, c'est de un. Je crois qu'il a été engagé sur plusieurs compétitions. Donc, ça veut dire que s'il est engagé sur plusieurs compétitions, on dira toujours, à chaque compétition, il y a une expérience qui s'ajoute. C'est vrai que nous, par le passé, on a souffert de cette méthode-là. Avec des gens, on ne sait pas si pendant que nous, on travaillait, est-ce qu'eux, ils dormaient dans les bars, est-ce que tout ça, on ne sait pas. Donc, je suis suivi, mais il est venu à Yaoundé. Et il a prouvé que c'est lui le meilleur. Il a prouvé que c'est lui le meilleur. Parce qu'il est venu, c'était lui l'étranger, c'était aux autres de le barrer la route. Chose qu'ils n'ont pas pu faire. Et apparemment, il s'est beaucoup amusé. Donc, il a eu un parcours assez facile parce qu'apparemment, il battait les gars, il les étranglait. Il y avait que les sapeurs-pompiers pour réanimer tout ça. Donc, ça veut dire qu'il est bon. Si un monsieur arrive,
il arrive, il vient. À l'Open, il s'amuse, il étrangle des gars, il fait des luxations, il fait des... Bref, c'était une séance de démonstration. Ça veut dire qu'il a montré que techniquement, il est au-dessus des locaux. Parce que personne n'a pu. Et depuis lors, c'est lui qui fait les championnats. Il était au championnat d'Afrique. Entre-temps, il faut dire, entre guillemets, il marque aussi des points pour les Jeux olympiques. Il continue à marquer les points. Donc ça, c'est des critères qui comptent. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose au championnat d'Afrique. Il y était, il a marqué quelques points. Il a fait le Grand Slam, il a marqué quelques points aussi. Donc, il est là, il tourne, il fait son petit bout de chemin, il marque des points. Et je pense que ça, c'est... on ne peut pas remettre une sélection pareille parce que il a en termes de points, il est très loin. Et s'il y a une personne à prendre, c'est une personne qui a envie, c'est lui. Et sur le critère de sélection d'une fédération, je crois qu'il n'y a que le président qui est bien placé pour nous expliquer un peu sur quoi est-ce qu'il se base pour faire ce critère de sélection de la diaspora. Lui, Boudan, il n'a jamais fait le national. Il n'existe pas au Cameroun. On ne sait pas. Et par le passé aussi, on a connu des jeunes, on a connu des athlètes qui sont venus au Cameroun en prétendant qui voulaient un fauteuil à la fédération. Ils sont fait dégommer, hein. Ils sont fait dégommer. Si le Bouddha est arrivé et il a eu à prendre une pièce, on peut lui donner ce respect-là. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un au Cameroun pour déconstruire ces arguments? That is the question. Donc, voilà un peu. On va leur souhaiter beaucoup de chance pour les championnats du monde. On va se faire un randonnée pour débriefer ça. J'espère qu'on le fera avec les gens qui ont participé au championnat du monde, un peu comme toi. Et puis, on va brûler un siège pour l'équipe du Cameroun et puis pour les Africains qui ne sont pas très nombreux à ce championnat du monde. Un grand merci, Dieudonné, pour cet excellent randonnée. Un grand merci pour ta disponibilité et puis pour tes conseils avisés. Et au plaisir de se rencontrer dans un autre randonnée. Cette fois-ci, j'espère, pour dire à quel point les championnats se sont bien passés et pour parler de nouvelles forces en présence. Est-ce que tu as un mot de la fin pour tes abonnés, pour nos auditeurs et pour les autres judokas? Déjà qu'on vit tous dans le monde du judo, c'est un monde passionnant. C'est un monde où il faut être vrai, il faut être correct. Donc, je continue, je le dirai. Donc, j'encourage les judokas à s'intéresser aussi à ce que le randori Alexis a à leur offrir. Donc, pour grandir dans ce monde, il ne faut pas seulement suivre un seul chemin. Il y a différents sons de cloche et parce qu'on est intelligent, il faudrait aussi prendre la peine d'écouter ce que les autres disent. C'est très important. Donc, continuez à faire du judo pour que ce judo-là ait une vie qui n'a pas de rupture, une vie qui, on s'endra le dire, restera éternelle grâce à tout le monde. Donc, voilà un peu quoi, ce que j'avais à dire. Et merci. Et merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'offres à nouveau pour parler du judo. C'est moi qui te remercie. Je me sens très honoré qu'on puisse parler de judo vraiment en profondeur.
Et je te remercie pour tes conseils, pour tout ce que tu offres à nos auditeurs. Bien sûr, on espère, chers auditeurs, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Ça permet aussi à d'autres judokas qui ne sont pas au courant de nos activités de les découvrir. Et je ne pourrais pas finir sans manquer de rappeler que notre émission est faite grâce à l'association collective Jeunes Pousses, association à but non lucratif qui œuvre pour le développement du judo études. C'est une association qui remet des bourses chaque mois à un certain nombre d'enfants. Dengue, Georgie Cadanton parlait, est une boursière de l'association. Et donc, le but, c'est de faire en sorte que les judokas jeunes et un peu moins jeunes aient une double carrière extrêmement intéressante, à savoir une carrière professionnelle et une carrière sportive. Notre rêve, c'est d'avoir des champions du monde qui travaillent dans des grosses entreprises, par exemple des entreprises du Forbes 500. Et on est convaincu qu'on peut y arriver. Donc, ceux qui aiment notre activité, qui aiment nos actions, vous aussi faire partie de l'association, vous pouvez nous donner un coup de main. Vous pouvez donner un peu de votre temps, un peu de votre technicité, pour donner un peu de votre savoir-faire. Ça va toujours être une bonne chose pour nos enfants et puis pour les judokas. Aujourd'hui, c'était l'épisode 7 de Randonnée avec Alexis. J'étais en randonnée avec Dieudonné de la Seine et nous vous remercions pour votre attention. Au revoir.